pour la science. Moi, je vais juste faire une ouverture sur l'intérêt, pourquoi on fait ça. Ici, vous voyez cette illustration. Hein, on voit un robot, on voit un éléphant, on voit un artiste. En fait, c'est une illustration récente de Northwestern University, qui est la principale université américaine travaillant sur l'innovation. Ils mesurent. D'ailleurs, ils nous ont classés comme étant le réseau Mardi un des 3 réseaux les plus influents dans le monde en innovation. Alors, on cherche à influencer personne, on ne sait pas comment on est influent, parce qu'on a une diffusion un peu mondiale par rapport aux 2 autres réseaux qui sont côte Est et côte Ouest américaine. Et là, vous voyez, ils font un article, un dossier qui s'appelle Appeal of Handmade dans une ère d'automation. Le besoin absolu de retrouver la création humaine dans une période qui est devenue très tech, hein, et très IA et très automatisme et remontée. Alors, on a prévu 3 séances. On va revoir pour préciser, hein, si les sujets sont bien bons. Une sur la mise en forme dans les arts plastiques et la place de l'homme dans la réalisation. On redécouvre tout le temps le rôle du créateur, de celui qui dit « moi, je verrais bien quelque chose comme ça », plutôt qu'autre chose. Bon. Littérature, un parcours innovant et d'exception des grands auteurs Balzac, Kafka, Lewis Carroll, Wells, Verne, tout ça, c'est moi qui m'en occupe. André Gide, Kundera. Donc, en fait, les écrivains ont un rôle déterminant dans l'innovation. Vous verrez, c'est sous-estimé, mais ils gardent une vision globale et créative. Et puis, 17, le storytelling. Transversalité de la narration dans les différentes formes d'art, visuel, cinéma, sculpture, design, musique, littérature, art, sciences. Et on poursuivra, après, on va voir ce que donnent les 4. On voudrait bien faire dans les arts, tous les arts, passer, en fait, on va voir ce que sont les arts. Alors, technologie, art et société. Relation entre la technologie et l'innovation dans le progrès humain, les technologies d'un côté, la vie de l'autre. Mais déjà, voilà, il y a une mise en forme artistique des 2 schémas. Vous avez un Pentium 4 version pop art à gauche, hein, et puis vous avez un dessin de celui un grand illustrateur dont le nom m'échappe d'ailleurs. Parce que d'un côté, on a de la techno, de l'autre côté, on a de la sociologie, de l'anthropologie, de la physiologie. Mais pour faire le lien entre les 2, il faut créer de la valeur. Et il y a ce qu'on appelle la synthèse créative, qui dit je maîtrise le meilleur état des techniques, le métier, j'ai la sensibilité des gens et tout, mais il faut bien définir ce que ça va être. C'est ce qu'on appelle le rôle de l'imaginaire et de la création. Rien n'existe autour de vous qui n'ait d'abord été imaginé. Quelqu'un a imaginé ça, il a fait le dessin, quelqu'un a imaginé ça, bon, tout. Rien n'est tombé du ciel. À un moment, quelqu'un a dit, ça sera comme ça. Je propose que ce soit comme ça. Hein, au début, c'est un dessin, c'est une image. L'imaginaire n'existe pas sans image. Et ça devient une réalité. Et là, c'est le but de cela. Côté techno, ça pousse grave, je ne vais pas revenir là-dessus. On n'a jamais eu autant de techno. Et en plus, ça a monté depuis 25 millions de chercheurs. Il y a de la tech partout. Du côté de la société, les gens ne sont pas complètement satisfaits. Et entre les 2, il y a le rôle de la création. Par exemple, le patron de la Banque mondiale a fait un rapport sur les promesses non réalisées de la technologie. Les gens ne sont pas satisfaits. Il y a un article dans Le Monde qui a fait un beaucoup de bruit, qui s'appelle « Vivre mieux aujourd'hui consiste à échapper au développement du progrès ». Et j'ai peut-être vu, j'ai fait une page dans la Tribune en disant attention, c'est pas le terme de progrès qu'il faut utiliser pour ça, c'est qu'effectivement le techno-chiant, les gens en ont ras-le-bol, quoi. Hein, c'est-à-dire, on ne parle que de la tech, sans définir même les technologies. Moi, je suis à l'Académie des technologies. La tech, c'est pas les technologies et les sciences. Hein, réduction de la technologie, son uniformisation, banalisation, abêtissement du monde, réduction de toute la science et de la technologie à la tech. Qualifie, alors voilà, il définit le monde du digital comme le doigt d'honneur de la technologie à la variété des cultures. Bref, ça tire sur la tech si elle ne sort pas des choses qui sont acceptables, durables, visibles et esthétiques. On meurt de laideur, en fait. Par ailleurs, les technos, elle deviendra toujours obsolète. On passe à la 5G, ça veut dire qu'il y en a eu 4 avant, et nous, à l'Académie des technos, on est sur la 6 et les chercheurs sont sur la 7. Et donc, ça tourne. Ça ne laisse pas de traces plus que ça. Donc, il faut des valeurs qui soient porteuses. Alors, les arts. Pourquoi aller vers les arts ? Je vous mets un petit peu ce que ça recoupe. Hegel avait défini les 5 arts de base, je ne vais pas rentrer dans l'histoire. Architecture, sculpture, peinture, musique, poésie. Entre-temps, les arts pour tous, les arts déco, tout est passé par... Aujourd'hui, de façon usuelle, nous, on n'est jamais exhaustif, ni figé, ni normatif. D'autres vous disent, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Là, c'est usuel. Hein, généralement, premier art, architecture, 2, sculpture, art visuel, peinture, dessin, musique, littérature, poésie, roman écrit, les arts de la scène, non, le cinéma, plus séries télévisées, téléfilms, on en gorge en ce moment, les arts médiatiques, radio, télévision, photographie. Alors certains disent, je ne suis pas d'accord que la photo arrive après le cinéma, c'est absurde.
On a eu des images fixes, on a eu des animés. Bon, c'est contestable. Je ne cherche pas là à vous dire c'est la catégorie. La bande dessinée, alors vous voyez, la bande dessinée, manga, comique, 15 janvier 2020, il y a 10 jours, Catherine Meurus, première dessinatrice de BD élue à l'Académie des Beaux-Arts. Ça symbolise pour la France l'arrivée de la BD dans les Beaux-Arts, au même titre qu'une autre. Donc des arts naissent autour de nous. Comme le jeu vidéo, le multimédia, maintenant est considéré comme un art à part entière. Mais pour certains pourraient dire, on était à Fragrance Summit, là, avec des gens, on va dire, mais attendez, le parfum, si c'est pas un art, punaise, c'est quoi? Bon, rien ne vous empêche de mettre le parfum, la cuisine, ce que vous voulez, et chacun peut porter son métier au niveau d'un art. C'est la posture artistique qui est intéressante là. Et c'est de voir que c'est indispensable à la vie pour que ce soit buvable. Sinon, c'est des câbles, des fils et des racks. Voilà. Ici, par exemple, premier art, l'architecture. Je vous montre un produit nouveau, la Tour Eiffel. C'est la définition par 2 ingénieurs qui disent on peut faire ça techniquement. Et puis après, on demande à l'architecte, en chef d'Eiffel, de dire tu peux nous rechtroumpfer ça, et ça donne ça. Voilà. Vous avez une différence quand même. D'un côté, techniquement, vous voyez, il y a toujours 3 montants triangulaires. Lui, il va dire tous les 50 mètres pour la rigidité, c'est peut-être pas nécessaire. Après, c'est plus restreint. Je fais un étage non apparent. Il y a 4 étages à la Tour Eiffel, mais ça joue dans la rigidité. Enfin, vous voyez l'apport artistique. Alors certains ont tendance à limiter à ça, en voyant le rôle du designer, des gens arrivant après. On a fait ça, tu pourrais nous mettre ça à E1, un peu bien. Notre bouteille de Cronenbourg ou notre vélo, et on appelle Stark, si vous voulez, pour le côté qui vient donner l'harmonie des formes et des couleurs. Mais souvent, l'art précède la technique. Ce n'est pas que mettre en forme la technique. Vous voyez, la Tour Eiffel, c'est une œuvre d'art totale, ce n'est pas du tout un tas de ferraille. Alors, je vous montre l'exemple, par exemple, de qu'est-ce qui agace la société par rapport à la technique. Vous faites un exercice, vous pourrez le faire simplement. Vous ouvrez votre téléphone, c'est la mode du digital, vous mettez Digital City. Vous faites image sur Google. Voilà ce qui s'ouvre. Je l'ai fait juste, pas là avant de venir, mais il y a quelques jours. On va zoomer sur les 3 premiers. Digital City. Punaise! C'est des images pour peur sur la ville, quoi. C'est pas possible, c'est pas une ville, ça. C'est l'horreur absolue. Il ne faut pas laisser à des ingénieurs informatiques définir la ville du futur. Et toutes les autres images sont pareilles. Des 1, des 0, c'est 350 ans qu'on a inventé le langage binaire, merci. C'est quoi la ville du futur? C'est ça. Oui, ça, c'est l'obsession de la data, ça, c'est l'architecture. Quand même une différence, nom de Dieu. Et ces 3 cas réels, il y en a en Inde, comme une fleur de lotus, ça c'est l'opéra de Curitiba, et ça c'est un hôtel, j'y suis allé, en Chine. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, à un moment donné, il faut que quelqu'un vienne mettre ces choses en forme. La Tour Eiffel, elle ne va pas tomber du ciel, le Grand Palais non plus. Là, donc le rôle de l'artiste est déterminant pour dire... Maintenant, on fait quelque chose d'humain qui passe là. C'est juste pour vous montrer en quoi c'est important, parce que ça, les gens, ils en crèvent. Radical, ça, c'est pas possible. Et il y en a 250 comme ça avant d'avoir autre chose si vous mettez Digital City. Donc la City ne peut pas être que digital. On ne peut pas faire tout avec des 1, des 0. Oui, ils en mettent partout, des 1, des 0. Bon, Leibniz se retournerait dans sa tombe s'il savait ce qu'on a fait avec son langage binaire. Bon. Et souvent, par exemple, je prends un voyage sur la Lune, c'est très tendance, ou Mars. Les écrivains, les artistes, ça fait 2000 ans qu'ils ont prévu des voyages sur la Lune, figurez-vous. C'était le cas de Lucien de Samothrace, un philosophe romain, écrivain, qui a fait un volume complet sur un voyage sur la Lune. J. Wells aussi, Jules Verne, Méliès, Hergé et tout, et puis à la fin, on va sur la Lune. Bon. C'est-à-dire que sachez que l'imaginaire de l'artiste précède très souvent la réalisation. Quand on dit science-fiction, c'est rarement de la science. C'est la vision du futur, ce n'est pas la dimension scientifique qui fait la différence. Grands écrivains de science-fiction ne sont pas forcément des scientifiques. Ils ont tupi un peu comme des enfants. On disait qu'il y avait de la lévitation. Oui, et on teste le futur et l'imaginaire avant qu'ils deviennent réalité. Donc l'art est très important pour la science et la technique. Ici, par exemple, c'est une vision d'artiste, on n'a jamais réussi à faire ça. C'est déjà et vous en avez des centaines qui pourraient être des structures futures, vision d'artiste. L'artiste est libre de toute autre contingence, rien ne l'empêche de projeter dans le futur. Même Cédric, qui est un grand ami des mardis, vous savez, on est très potes sur beaucoup de choses. Je le soutiens d'ailleurs dans son ambition parisienne, parce que je trouve ça génial si on a quelqu'un comme lui qui est allé à Paris. Lui, il avait dit, mais l'imaginaire, on avait monté la nuit des utopies avec lui, un mardi spécial au Bataclan.
Hein. Bien sûr, il y a eu grève générale de la SNCF et de la RATP. Hein. Bon, voilà, une salle de 1200 places, ça vous pète une grève générale. Faire une nuit, les gens ne pouvaient pas rentrer en banlieue. Donc bon. Il lui dit, l'imaginaire est fondamental. Sans imaginaire, il n'y a pas d'hypothèse. Sans hypothèse, il n'y a pas de science radicale. Donc l'aspect de l'imagination est fondamental. Et le porteur de l'imagination, c'est une approche artistique, si vous voulez. Imagination créative, le grand spécialiste, c'est Mark Turner, qui est à l'université de Berkeley. Il y a le mythe de l'intelligence artificielle, on viendra dessus, c'est un mythe, c'est pas une intelligence. Par ailleurs, c'est pas artificiel non plus. Donc, qui a eu la connerie de dépeler ça? Il dit l'existence de l'imagination, je veux dire, rien n'existe qui n'ait d'abord été imaginé. Rien. Il dit c'est la plus grande énigme scientifique qui soit. Avant, ça existait, avant qu'on fasse le dessin de la Tour Eiffel, après elle existe, c'est une création pure. Alors, les cathos vont dire Dieu a fait l'homme à son image, c'est normal, les créateurs, il est créatif, il se la joue créatif, Dieu, hein, vous avez vu comment il se balade. Quoi. Donc voilà, cette capacité à la création, c'est ça qui va nous toucher pendant ces séances qu'on fera sur l'acte créatif, le rôle de l'art et tout. Là, ça vient d'une BD japonaise, manga et autres. Voilà, cette capacité de création. Alors, quand on regarde des grands comme Léonard de Vinci, qui est un grand peintre, lui, il vous disait... la peinture est la plus parfaite de toutes les sciences. À la Renaissance, on considère les arts comme étant les sciences. Il y avait les artistes qui maîtrisaient les mathématiques, par exemple. Pourquoi il dit ? Parce qu'à travers la reproduction de l'étude, elle conduit à la connaissance des lois qui régissent la nature. Je ne sais pas si vous avez vu le modèle mathématique qu'il y a ici. Hein, il n'y a pas une erreur ni de perspective, ni de physique, ni de géométrie, ni de maths. C'est un sacré boulot pour faire ça. Et qui régissent la nature et les passions humaines. Et devant, c'est les passions humaines. Là, ça cartonne. Hein, voilà. Je ne veux pas passer le mariage de la Vierge par Raphaël, mais vous avez des ambitions, vous avez des visions, vous avez des costumes, vous avez tout ce que vous voulez. Et donc, l'artiste garde une vision globale de la société. Et aujourd'hui, on veut des approches holistiques. C'est vital d'avoir la vision de l'artiste. Einstein aussi disait « Moi, je travaille comme un artiste ». Chez le scientifique, il y a presque un complexe. Il dit « Je suis comme un artiste » qui crée librement à partir de son imagination. L'imagination est plus importante que la connaissance est limitée, l'imagination encercle le monde. Einstein lui dit « Je suis artiste », il me dit 3 fois le mot « imagination ». Et à la fin, je n'ai pas mis à fin, il dit « Je suis mauvais en maths en plus ». Vous ne me croyez pas, mais c'est vrai. Mais je m'en fous, je fais travailler les meilleurs mathématiciens du monde. En essayant d'avoir un regard extérieur. Vision globale de l'artiste et synthèse créative. Alors je mets des textes récents. Kundera, ça serait bien qu'on le fasse intervenir, lui. Il a une pensée. Lui, il a tout vécu. Il a été un traître, il a soutenu la Stasi, il est passé par toutes les horreurs, c'est un grand écrivain. Et il met tout le temps en garde. Il dit en ce moment, on est en train de dériver vers la seule vision technique et mathématique des choses. L'importance du regard, l'art du roman est bien fait. Il vous dit le rôle irremplaçable de l'artiste pour une perception globale de la vie. Sinon, l'homme devient une simple chose pour les forces qu'il dépasse, la technique, le data, tout ce que vous voulez. Hein, ça le surpasse, ces forces-là, ça va l'emporter sur le monde de la vie, le Lebenswelt en allemand, hein, pour les philosophes allemands. Ça n'a plus aucun prix, aucun intérêt, l'homme est expliqué et oublié d'avance. Hein, et on voit monter des artistes qui disent on va vers un monde imbuvable si l'artiste ne joue pas son rôle de garder une vision globale. Et vous verrez comment l'artiste a une vision globale de la façon dont les choses se passent. Alors, la synthèse créative, ça c'est une illustration de la Renaissance, c'est-à-dire qu'on va synthétiser la science, la connaissance en économie, le commerce, l'architecture, la vision du monde, dans une vision humaniste, l'homme mesure de toutes choses. Hein, c'est la grande synthèse de la Renaissance. On a fait des cours sur la Renaissance, je ne vais pas revenir dessus. La synthèse de la Belle Époque, et ça, vous voyez, c'est un super vitrail de Tiffany. Hein, vous voyez ici la science, la recherche, l'intuition, le travail, l'amour, la révérence. La religion est remise complètement à droite, vous avez vu, par rapport à l'inspiration. Synthèse entre tout cela avec le rôle de l'artiste. Aujourd'hui, on est là. Synthèse pas finie. Hein, parce que s'il n'y a que ça, on va en chier, quoi. Hein, franchement. Et en plus, si on enlève People, il ne reste pas grand-chose, quoi. Ajax, il y en a encore qui croient que c'est un détergent. Ils ne savent pas que ça peut nous menacer au niveau... Non, mais pour vous dire. Hein, ou toutes les techniques. Donc, synthèse créative actuelle, elle n'est pas finalisée. Les artistes ne se sont pas encore réellement engagés dessus. Les artistes, on leur dit, mais ils sont passéistes. Non, ils ne sont pas passéistes. Ils disent, je ne sens pas, là, le data, je ne sens pas. Hein, donc, je préfère écrire. Et quand on interviewe les artistes, les écrivains, ils disent, pour l'instant, moi, j'ai pas voulu. À un moment donné, il faut que les artistes s'emparent de ça et transforment ça en quelque chose qui soit valable. Donc, on est juste au début. Alors, ici, j'ai lu sa synthèse créative. Là, c'est 4 bâtiments qui datent de 1500. Hein, période fin de la Renaissance. Ils ont tous au même niveau technique.
aucune différence. On maîtrise le fer, la pierre, le bois, la dorure et tout. On en met à l'extérieur, là il fait beau, là où il pleut, on le met plutôt à l'intérieur, mais il n'y a pas de différence technique, si vous voulez. Sauf que ça n'a rien à voir. Ici, c'est en Thaïlande, ici, c'est à Venise, c'est Saint-Marc, ici, c'est à Kyoto, au Japon, ici, c'est en Écosse. Pourquoi c'est différent alors que c'est la même techno? On pourrait dire, mais la même techno, ça mène au même résultat. Pas du tout. C'est pas la même culture, c'est pas la même religion, c'est pas la même organisation sociale. Et donc, l'art va intervenir dans la réalisation de choses très différentes. Si je projette aujourd'hui, je vous mets 4 opéras. Opéra de Paris, déjà on comprend tous les problèmes qu'il a eu, c'est un numéro 2, il y en a déjà eu 3, il y en a déjà eu 3 pareils, c'est pas une œuvre originale. Il y avait un budget d'auditorium, on a fait un opéra avec un budget d'auditorium, bon, ça reste marqué, c'est pas l'équivalent du Palais Brognard, si vous voulez. Ici, c'est l'opéra qu'avait de Pékin, vous voyez déjà le yin et le yang, là, avec du cristal et comment donc, un métal, le nom m'échappe, de très haut niveau. Ici, c'est l'opéra de Curitiba, je l'ai montré tout à l'heure, en pleine forêt. Ici, c'est l'opéra de Sydney. Donc, on peut en faire des milliers d'autres opéras. C'est pas pour des raisons techniques. Même quand vous voyez les cathédrales, il y a 500 ans entre les premières et les dernières, vous ne retenez pas plus la plus moderne, on dit comme ça, quand même plus moderne. Vous voyez si c'est une belle cathédrale ou pas. Et donc là, vous voyez le rôle de l'architecte, premier art, déterminant. Et nous, il s'avère qu'on a fait des formations pour la mairie de Pékin et pour la mairie de Curitiba. Je vous jure que ça, c'est pas possible ici. Maire de Pékin, attendez, c'est un opéra ou c'est une forêt, mais il faut choisir, quoi. Hein. Au Brésil, on aime bien la forêt. Ici, s'il y avait eu un arbre, on l'aurait gardé, au milieu de la truc, on dit il pleut là, mais on dit c'est un arbre. Enfin, pour certains, au Brésil, je ne parle pas de Bolsonaro. Et donc, on va écouter la musique tout en voyant les cacatoès, et on a le droit, quand même. Donc, vous voyez que ce n'est pas possible à côté. Hein, Donc, l'artistique va faire la mise. Il a un rôle déterminant, parce que c'est lui qui va définir ce que va être réellement l'objet. Hein. Et puis, il va remonter vers ce qu'on appelle les trous de valeur ajoutée humaine, c'est-à-dire pas seulement le marché ou la demande, mais les attentes, les souhaits, les envies, les désirs, les idéaux et les rêves, pour aller satisfaire les aspects les plus sophistiqués du ressenti humain. Hein, voilà. Ici, je montre, quand on fait des formations en Chine, et ça, c'était la vision, c'est le fondateur d'Alibaba, donc symbole même de latex, c'est l'équivalent d'Amazon en Chine. Et comme les grands de la Silicon Valley, parce qu'on a eu l'interview de Bezos et tout, il dit, moi, mes gamins, je ne joue pas avec les logiciels, ils ne vont pas sur Facebook. On dit, mais c'est vous qui l'avez créé. Il dit, oui, mais pas pour mes gamins, tu vois. Bon. Qu'est-ce qu'il nous dit, fondateur d'Alibaba? Il dit, l'avenir est essentiellement lié aux sciences humaines et aux arts appliqués. Si on ne change pas ce qu'on enseigne, on aura des problèmes. Il ne sert à rien d'apprendre à nos enfants à concurrencer les machines. Il faut leur apprendre des choses utiles comme trouver le sens, penser indépendamment, travailler en équipe, s'intéresser aux autres. Il faut enseigner aux enfants le sport, la musique, la peinture, l'art. Un géant de la tech. Hein, on dit, bon, voilà. Par ailleurs, on a vécu, nous on fait beaucoup de choses sur la Belle Époque dans le monde parce que ça a frappé la Terre entière. Une des évolutions qu'il y a eu à cette époque, vous avez vu au niveau des JO, moi je suis dans le groupe qui pilote les JO, on a changé le logo pour mettre une jeune femme Art Nouveau, je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que c'est ce qui a marqué la Terre entière. On a dit, mais c'est bien, mais il ne faut pas que ça reste dans les musées, l'art. L'art, c'est les arts et métiers, c'est l'art et l'industrie, c'est les arts appliqués, c'est les arts décoratifs. Tous les boulons de la gare du Nord sont en forme de fleurs. Pour vous donner, on a dit, on va faire des entrées de métro, mais que ça soit bon pour l'artiste le plus disjoncté de l'époque, pour faire les entrées du métro. Art pour tous, art partout. Aujourd'hui, on aimerait bien revenir sur quelque chose comme ça. Quand on enseigne en Chine, ça commence par une semaine sur l'art, hein, avant de parler d'innovation. Et alors, il y a eu l'impact d'Oscar Wilde qui affirmait que la seule présence d'un papier peint laid dans la chambre d'un enfant pouvait suffire plus tard à en faire un criminel. Alors, ceux qui ont vécu les années 80 avec les horribles papiers peints orange et marron, je vous dis, soyez contents, 70, de ne pas être criminel, quoi. Et donc, il avait influencé sur ça, donc l'art par tous, pour tous. Toutes les confs qu'il faisait aux États-Unis, c'était « Attention, vos gamins, ils vont disjoncter à mort ». Bon, donc il faut de l'art pour permettre à la vie de s'épanouir, hein, pour vous dire. Et tous les objets devaient avoir une dimension artistique. Et ce qui est frappant, c'est que dans des catalogues de produits qui étaient vendus en très grande quantité, aujourd'hui, c'est des objets dont le prix a été multiplié par 1000. Et Tiffany, qui vient de rentrer dans le grand système, comment dirais-je, de luxe français, il disait « Toute personne a droit à la même esthétique à $5 ou à $50 000. Il y en a un qui sera en or et l'autre qui sera
Mais mon alu, je m'en fous, mais je n'en lâche pas sur la beauté et l'art. On n'a pas envie qu'ils deviennent criminels non plus. Bon. Donc, ce côté de dire l'art est indispensable à la vie, on le ressent. Et on le voit quand on va des pays émergents, vous disent, nous, on n'a que la laideur issue du progrès. On n'a que la poussière, on n'a que les autoroutes, on n'a que les structures, les machines, on n'a pas l'art. Quand on va à Paris ou ailleurs, on y va parce qu'il y a une harmonie, le rôle de l'artiste a été là. Et maintenant, vous nous décevez parce que c'est plutôt chiant. Ça n'a pas ce qu'on attendait. Beaucoup de dirigeants étrangers qu'on forme, ils sont toujours déçus de leur passage par Paris maintenant, parce que ce n'est pas à la hauteur de ce qu'ils attendaient et de ce qu'ils ont vu. On dit, en fait, depuis la Tour Eiffel, le Grand Palais, etc., vous n'avez rien foutu, quoi, en gros. L'opéra de Bastille, c'est chinois entre nous, hein, puis c'était en série, c'était déjà fait, pareil pour la pyramide. Donc rien, quoi. Donc c'est fini, rien à voir, c'est fin de l'histoire. Donc il faut renouveler, on ne va pas nous emballer avec la French Tech, quoi, franchement. Parce qu'en plus, vous n'avez pas la tech. Donc, et la tech, elle est universelle, tout le monde a le même protocole. Voilà. Hein, donc je pousse un peu. Et par ailleurs, l'art et la beauté sont la plus grande protection de la valeur. Ici, c'est un des appartements les plus chers de Paris. Alors, soit vous êtes technicien, vous dites, on ne fait plus comme ça du tout, hein, je t'arrête tout de suite. Hein. C'est les modes de fixation, je ne sais pas ça, hein, je peux te le dire. Ben oui, mais tu vois, c'est Art Nouveau, il n'y en a pas beaucoup, et celui-là, il vaut une blinde, quoi. Ben oui, parce que la technologie passe et la beauté reste, tu vois. Et les gens vont dire, c'est un peu ancien quand même comme maison, c'est un petit château Renaissance, oui. Ouais, c'est beau quand même, il n'a pas perdu de valeur, si vous voulez. Hein, un tableau de Léonard de Vinci n'a pas perdu de valeur, à ma connaissance. Le plus moche qu'il ait fait a été vendu 400 millions, non ? Bon. Donc et nous on le voit dans les échanges, on travaille pas mal avec les Chinois, ça permet de discuter l'art, sinon ça serait la bacade totale. Ils sont très admiratifs de ce qui s'est passé en art, mais l'art en Chine c'est pas n'importe quoi, il y a 2000 ans derrière. Et donc cet axe d'échange à travers l'art et la culture est déterminant. Directeur de l'innovation à Pékin, monsieur qui a un budget de 10 milliards, il dit jamais je serais allé en France si ce n'était pas pour l'art. Je suis venu à cause de la dimension culturelle esthétique, je ne serais pas venu pour la tech, hein, je vous le dis tout de suite. Donc l'art, ça rassemble les gens. Et il y a plusieurs formes, les deux sont beaux, hein, on va dire la beauté. Là. Il y a autant de formes de beauté que de penser le bonheur. Hein. Comment donc, le nom m'échappe. Hein, c'est nos grands artistes qui disaient ça. Donc la beauté, il y en a plusieurs formes. On n'a pas de vision, je dis, fermée, mais ça permet un échange. Dernier point, je finirai, on a remis un prix l'an dernier à la Fondation Michelangelo. Je ne sais pas si vous connaissez Michelangelo Foundation, hein, pour la créativité et les arts, les métiers d'art dans le monde, fondée en 1991, devenue expansion. Tout le monde veut rejoindre la Michelangelo Foundation. Il s'avérait que quand on était en Chine, sur le sommet culturel franco-chinois, il y a 2 ans, tous les Chinois disaient, vous êtes allés voir l'exposition Homo Faber à Venise? Je dis non, mais vous êtes à côté. Enfin, vu que Chine, Paris, Venise, ils ont raison, c'est 1 heure d'avion, on y va toute la journée, on revient de soi. Et puis beaucoup nous disent, vous avez vu Homo Faber? Vous n'êtes pas allés voir Homo Faber? Ben, c'est pour un con, on va arriver en Chine en n'ayant même pas vu ce qui se passait à Venise. Donc en revenant, j'ai sauté en vitesse, parce que ça se terminait, ça n'a duré que 3 semaines. Homo Faber, c'était exceptionnel. Alors je vous montre pour montrer l'attente qu'il y a à ce niveau-là. Est-ce qu'on va vers une nouvelle renaissance, une nouvelle belle époque? On sait qu'après une phase techno, normalement, il y a une synthèse créative qui va marquer l'histoire. On va parler de temps des cathédrales, de belle époque, et choses de cette nature, si vous voulez. Et normalement, après la révolution scientifique et technologique, on a une phase de synthèse créative, humaniste, et c'est ce qu'on va garder dans l'esprit. On verra le résultat. On verra les cathédrales, on verra la Tour Eiffel, on dit c'est passé quelque chose. C'était, bon. Au moment, on va mettre tout ce qu'on a appris en synthèse, et c'est l'art qui fait la synthèse. Hein. Je passe sur ça, je ne vais pas faire un cours théorique ce soir. Donc, je suis allé voir Homo Faber. C'était là, sur cette petite île, là, qui est en face de Venise, où il y a une église et un grand couvent, mais qui est toujours fermé. Il appartient à une fondation très puissante italienne, c'est un endroit privé. Vous pouvez visiter l'église, hein, vous ne montez pas dans le minaret et vous repartez. Et donc, Fondation Michelangelo, elle a été fondée par Rupert, président du groupe Richemont, un grand groupe de luxe mondial, suisse, mais français aussi, et Colony, l'ancien du groupe Cartier. Alors voilà, à l'entrée, il y avait juste un texte, et le seul texte qu'il y avait, tout le reste, c'était de l'objet et des choses. Donc, dans un monde où les machines éliminent les emplois chaque jour, l'intelligence artificielle en voie de transformer nos vies, il est vital de reconnaître le caractère exceptionnel et unique du talent humain et de son potentiel à délivrer l'équilibre et la beauté. Hein, j'ai mis le texte intégral. Si le David de Michel-Ange peut encore nous couper le souffle, c'est parce qu'il est imprégné d'esprit humain et de maîtrise. Les temps sont venus d'une nouvelle renaissance pour se regrouper, forger un mouvement culturel dynamique axé sur le sens profond et les valeurs de la création et de la réalisation humaine. Crafting a more human future. Tout le monde rejoint ces gens-là.
Michel-Ange vous montre l'artiste et l'artisan, l'excellence, un modèle pour le futur, le human-centric, à partir de là, je ne vais pas le développer, les 11 critères qui rassemblent ces gens-là, qui deviennent membres de ce réseau mondial, l'authenticité, les compétences, l'artisanat, la créativité, l'innovation, l'interprétation, l'originalité, le talent, le territoire, la tradition et le training. Tradition et innovation étant la même chose, c'est un décalage temporel. Quand vous dites c'est une grande tradition, vous dites qu'il remonte à quand? Et là, on vous donne la date de l'innovation. C'est la même chose, décalage. Et avec, voilà, on est différents, designers, artisans, travaillent au même niveau d'égalité, très haut niveau d'excellence, vision internationale, un travail qui a de la valeur. Quel était le but de cette expo? Ils ont fait plusieurs choses, mais une expo Human Homo Faber, c'est de rassembler les plus belles choses qui aient jamais été faites en Europe. C'est la plus belle expo que j'ai jamais vue. Les Chinois avaient raison de me dire il faut y aller. C'est vrai qu'il fallait au fin fond de la Chine pour savoir que c'était à côté. Donc ça se passe là, c'est pas l'endroit le plus laid de la Terre non plus. Vous voyez à l'intérieur de ce couvent, c'est n'est ouvert que là. Je vous conseille d'y aller, la prochaine édition, c'est en septembre 2020. Voilà, Homo Faber, vous êtes dans un lieu unique. Best of Europe. Imaginez, est-ce qu'on peut remettre au centre l'art, la culture, le mieux de ce qu'on peut faire? Exceptionnel. Les gens étaient choisis dans toute l'Europe pour être au meilleur état de l'art et de la culture. Tous les plus beaux objets et d'offres réalisation, enfin, il n'y avait que du beau partout. Aussi dans l'art de l'organisation de la ville. Aussi l'art et l'esthétique, ça c'est un bateau. Ça c'est un hélicoptère, pour vous dire. C'est bien cet art dans tout. L'art... Ici, vous voyez, c'est une Vespa, c'est un vélo, bon, pour vous dire. Et donc, je ne vous présente pas, on l'a présenté, on les a invités à la Sorbonne, on leur a remis un prix, on fera des choses avec eux. Pensez à noter 10 septembre, 11 octobre 2020. Profitez-en pour faire un saut à Venise, vous ne regretterez pas. Vous aurez le rassemblement. Et le preuve de l'impact que ça a eu, c'est qu'au fin fond de la Chine, ils étaient au parfum. Quand même, ce qui veut dire que ce n'était pas n'importe quoi. Donc voilà, j'ai terminé pour introduire l'importance qu'a pour vous, pour les gens qui sont artistes, ils le savent. Pour les gens qui sont plutôt sur la tech et tout, c'est un monde qui est voisin. S'il n'y a pas fusion des deux, s'il n'y a pas apport de l'acte artistique, effectivement, on fait du techno-chiant. Et en plus, dans le monde, aujourd'hui, on dit techno-chiant à la française. Parce qu'ils nous rebattent les oreilles avec leur tech, leur French tech, leur tech for ci, la tech for ça. Ras-le-bol. Parce que c'est le discours des Américains d'il y a 15 ans. Et que ça ne nous convainc pas. On attend plus que ça de gens qui ont changé des choses, qui faisaient de l'excellence, que de faire du truc dépassé. Donc, on va avoir 4 interventions. Ludovic Avenel, qui est là, oui, ébéniste, voilà. Ici, Isabelle Daéron, elle a pu arriver. Ah ben, en personne en plus, vous avez vu, les artistes sont là. Pascal Razot, donc photographe, qui est là, Pascal, oui, parfait. Et puis Frédéric Simon, Nimos, vous savez, on nous a aidé à monter, c'est lui qui a fait le casting, on vous fait intervenir des grands professionnels qui sont au cœur de ça. Ils ont leur vision, leur sensibilité, ils sont au cœur du système. Il n'y a que moi qui ai fait une approche un peu globale. On va voir comment ils le vivent, comment on le pense. Le but, c'est d'avoir en face de vous des gens dont c'est le métier et la vie. Je vous laisse la place.